Le Festival du Livre de Marseille se poursuit avec Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi, vous êtes l'auteur de Taqiya aux éditions de l'Observatoire et également d'un livre audio en 3 CD, un coffret Histoire de l'islam politique chez Frémaux et Associés, que nos spectateurs pourront se procurer sur le site du Festival du Livre de Marseille, www.festivaldulivredemarseille.com, et récupérer des exemplaires dédicacés grâce à un billet personnalisé directement chez le partenaire du festival, la librairie Prado Paradis. Alors Mohamed Sifawi, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous avez 53 ans, vous êtes un journaliste, écrivain et réalisateur. Vous êtes un spécialiste de l'islam politique et du terrorisme, un véritable expert. On vous voit beaucoup écumer les plateaux de télévision. Vous êtes régulièrement interviewé par les médias. Et vous avez été parmi les premiers à expliciter l'ampleur du danger islamiste. Pour autant, vous le nuancez beaucoup dans votre livre, on va y revenir. Vous avez réalisé des reportages, des documentaires et vous avez également fondé l'association 11 janvier que vous présidez. Son but, perpétuer l'esprit Charlie et lutter contre le conspirationnisme et les idéologies extrémistes. Alors, juste avant... Là, on se situe donc à quelques encablures du parc Chano. Ici même, l'année dernière, avaient lieu des manifestations d'opposants au régime algérien qui se perpétuaient par le biais d'élections qui étaient accusées d'être finalement la perpétuation donc, de ce système. Et vous-même, vous êtes l'auteur de livres sur... Abdelaziz Bouteflika et sur les services secrets algériens. Alors quel regard est-ce que vous portez sur la situation actuelle de l'Algérie ? Est-ce qu'un an après, quelque chose a vraiment changé ? D'abord, je vous remercie. Je salue à travers vous l'ensemble de ceux qui nous regardent. D'abord, s'agissant de la situation en Algérie, je dirais que sans utiliser de grandes phrases, que ce pays, d'une certaine façon, est touché par une sorte de malédiction. Je ne suis pas de nature superstitieuse. Et quand je dis malédiction, c'est la malédiction d'une gouvernance qui a, depuis maintenant l'indépendance du pays, mis, je dirais, le pays et la société sur des rails qui devaient fatalement mener le pays vers la ruine et la catastrophe. Et on en est là. C'est-à-dire que souvent des commentateurs évoquent tantôt une embellie économique, tantôt des difficultés de ce point de vue-là. D'autres commentateurs parlent de stabilité ou d'instabilité, mais en vérité, on mesure ou on prend la température d'une société lorsque on voit quelle est, je dirais, sa situation sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan éducatif. Et de ce point de vue-là, c'est une véritable catastrophe, il faut le dire. Le régime algérien, et je parle d'un système, à travers des gouvernements successifs, ont installé en Algérie quelque chose qui a totalement à la fois dévitalisé ce pays et cette jeunesse, et qui a compromis véritablement la pérennité de l'État-nation. Aujourd'hui, dans un espace-temps assez large, on a des raisons objectives de craindre pour l'avenir de ce pays. Alors quand on dit ça prématurément, on passe pour des excessifs. Mais il suffit de regarder l'histoire récente des nations, l'ex-Yougoslavie, la grande URSS, le plus grand pays d'Afrique, le Soudan. Vous pensez à un éclatement possible ? Mais bien sûr qu'il y a un éclatement possible. Il y a, dans un des livres que vous avez cité, lorsque je faisais un pamphlet sur Bouteflika... Bouteflika, c'est Parrain, c'est Larbin, ouais, c'est ça. Absolument. Donc Bouteflika, c'est Parrain et c'est Larbin. Certains pensaient que c'était excessif, comme beaucoup d'autres choses que j'ai eu l'occasion de faire. Mais en vérité, lorsqu'on tire la sonnette d'alarme, ou en tout cas lorsqu'on ambitionne de tirer la sonnette d'alarme, il faut le faire avec un peu de bruit. Donc il faut utiliser parfois, je dirais, les mots appropriés. Ce que j'ai voulu faire à travers ce pamphlet, Bouteflika, c'est Parrain et c'est Larbin, il y a 10 ans, c'est de dire ce régime-là est en train de compromettre le devenir d'une nation. Et c'est de cela dont il s'agit véritablement. Et évidemment, beaucoup de la clientèle du régime et le cynisme du côté, je dirais, occidental, font qu'on gère l'instant et l'urgence.
On ne cherche pas véritablement à voir ce qu'il y a comme risque sur la durée. Il se trouve que, évidemment, la situation algérienne intéresse les Algériens en premier lieu, mais la situation en Algérie intéresse la France. Parce qu'on imagine la déstabilisation d'un grand pays comme l'Algérie, avec tout ce qu'il recèle comme importance à la fois géostratégique, économique, c'est le pays le plus militarisé d'Afrique, et j'en passe, comme conséquence possible sur l'ensemble de la région et du pourtour méditerranéen. Et c'est pour ça que la stabilité de l'Algérie est une question qui concerne encore une fois les Algériens, je le répète, parce qu'ils sont très sourcilleux sur les questions de souveraineté nationale, et je le comprends, c'est normal. Mais l'affaire de l'Algérie ne concerne pas uniquement les Algériens aujourd'hui. Ça concerne, comme je viens de le dire, l'ensemble de la région. Par conséquent, le fait de réclamer une bonne gouvernance, il ne s'agit pas de dire, on n'en est plus là dans le cas algérien, il ne s'agit plus de dire il faut réclamer la démocratie ou plus de démocratie. Je dirais plus qu'il faudrait presque demander un minimum, c'est une gouvernance normale. C'est quoi une gouvernance normale? On ne peut pas imaginer que le pays poursuive dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire chaque 6 mois quasiment, il y a une situation de vacance du pouvoir. Depuis 10 ans maintenant, depuis la première maladie de Abdelaziz Bouteflika, ça paraît très lointain tout ça, et pourtant c'était hier, il y a une dizaine d'années, depuis la première maladie, la première hospitalisation de Bouteflika, ce pays connaît une vacance du pouvoir, et ça continue aujourd'hui avec Abdelmadjid Tebboune, dont on dit qu'il est rétabli, mais dont on ne voit quasiment aucune trace. Et si demain, ce que je lui souhaite évidemment, de se rétablir et de recouvrer sa santé et de retrouver sa famille, je n'ai absolument aucun problème personnel avec les gens, mais il est évident qu'il lui sera difficile, au regard d'un état de santé fragile, de gouverner dans des conditions normales. Voilà un petit peu, pour résumer, la situation en Algérie. Alors ces prises de position vous ont valu d'être menacé en 1999. Vous avez quitté l'Algérie et à l'heure actuelle, vous êtes toujours menacé, mais par d'autres groupes. Plus de gens vous en veulent et vous êtes sous protection policière. Il faut quand même le rappeler à nos spectateurs. Qu'est-ce que c'est pour un journaliste, pour un chercheur comme vous le faites, d'être sous protection policière au quotidien? Quel impact ça a sur votre travail, sur votre façon de voir les choses également? Il y a plusieurs choses. Il y a évidemment, il y a 17 ans, j'ai été placé sous protection policière parce qu'il y avait de la part de certains islamistes une volonté d'attenter à ma vie. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il avait décidé de me placer sous protection policière. Et de façon régulière, les évaluations qui sont faites montrent qu'il y a des menaces constantes que je reçois d'ailleurs. Je porte régulièrement plainte. Parfois, il nous arrive de faire condamner des gens. On a eu l'occasion de faire condamner des gens. Je ne veux pas communiquer énormément sur cet aspect parce que pour moi, la menace de mort ou la condamnation n'est pas un statut, ça ne me donne pas plus de légitimité. J'espère que les gens ne m'écoutent pas parce que je suis menacé de mort, mais parce que je leur dis des choses qui leur paraissent intéressantes. Pour moi, la menace de mort n'est pas un statut social ni un diplôme. C'est une situation gravissime, non pas pour moi uniquement, mais pour l'ensemble de la société. Parce que le fait, et je ne suis pas le seul dans cette situation, le fait que des journalistes, des intellectuels, des avocats sont aujourd'hui obligés de vivre constamment sous protection policière, ça dit quelque chose sur l'état de notre société. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit tout simplement qu'aujourd'hui, un commentateur, un observateur, quel qu'il soit, sans préjuger de la qualité de ses travaux, ne peut pas vivre sereinement dans un pays de liberté d'expression, dans le pays des droits de l'homme, dans le pays, je dirais, de la libre pensée, du libre examen. Et en vérité, quand les gens parfois me regardent attristés, sincèrement attristés de la situation qui est la mienne, je leur dis, moi je suis en vérité un peu comme les personnes qui ont été amputées. J'ai été amputé d'une partie de ma liberté, mais je me suis habitué. Parce que l'être humain a cette capacité de résilience, de dépasser finalement ses propres difficultés. Et donc cette difficulté, je l'ai dépassée, je me suis adapté, j'ai adapté mon travail à cette situation. Mais en vérité, c'est grave pour la société. Parce que la société n'a pas compris que lorsqu'on vise ces journalistes, lorsqu'on vise ces intellectuels, lorsqu'on vise ces universitaires,
vise ses avocats, lorsqu'on vise ses religieux, lorsqu'on vise une communauté religieuse quelle qu'elle soit, on la vise dans son entièreté. Et en vérité, lorsque j'ai commencé à être menacé, c'était en raison, je parle du début des années 2000, c'est parce que j'avais écrit des livres et réalisé des enquêtes qui alertaient déjà sur le danger islamiste. L'un des premiers livres que j'ai écrit en France au début des années 2000 était intitulé « La France malade de l'islamisme, menace terroriste sur l'Hexagone ». Et à l'époque, certains croyaient que j'exagérais. Mais en vérité, c'était des enquêtes de terrain qui m'avaient amené à comprendre et à voir, à constater, parce que j'avais sillonné quasiment toutes les mosquées de France pendant 1 an. J'avais suivi aussi le cheminement de certains aspirants djihadistes français qui étaient partis, qui à Londres, qui au Pakistan. J'étais parti en Angleterre, je suis parti au Pakistan, je suis parti à plusieurs reprises en Afghanistan. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un attrait réel et évident de certains jeunes Français, parfois déconvertis pour la chose violente, pour la violence terroriste. J'avais enquêté au début des années 2000, là aussi en 2004-2005, sur la cellule dite du 19e arrondissement, où j'ai eu l'occasion d'approcher plus ou moins les frères Kouachi. J'étais loin de me douter qu'ils allaient assassiner certains de mes amis 10 années plus tard. Donc, si vous voulez, il faudrait essayer d'observer une chose, c'est que la situation que nous vivons en France aujourd'hui, celle qui est enfin reconnue, c'est-à-dire l'islam politique, n'est pas le fait d'une génération spontanée qui est sortie de nulle part. C'est quelque chose qui travaille la société, c'est un phénomène, je parle de l'islamisme, qui travaille la société française, et je dirais pas seulement la société française, parce que c'est un phénomène planétaire, donc il la travaille depuis une trentaine d'années. Nous arrivons aujourd'hui, d'une certaine façon, à une étape où le virus, qui s'est bien enquisté dans différents recoins de la société, est en train de se manifester par des symptômes que nous vivons, que nous subissons et que nous observons de plus en plus. C'est-à-dire que la société regarde et voit de plus en plus. Au départ, il y avait des bribes, il y avait des gens, quelques spécialistes qui en parlaient. Aujourd'hui, toute la société peut s'en rendre compte. Et toute la question, je terminerai juste par ça, pardon, toute la question aujourd'hui, c'est comment inverser la dynamique et mettre en place une véritable logique, je dirais, de reconquête républicaine et avec un objectif qui doit être assumé par tous. Nous devons collectivement lutter contre l'islam politique. Il ne s'agit pas de lutter contre les musulmans, encore une fois, il s'agit de lutter contre les islamistes. Et ce distinguo doit être fait à tout niveau et lutter avec un objectif très clairement assumé, l'éradication totale de l'islam politique en tant qu'idéologie nourricière du terrorisme de notre territoire. Alors justement, parmi les stratégies utilisées par ces islamistes, et notamment les frères musulmans, il y a cette taqiya. Alors c'est un mot qu'on a vu beaucoup surgir dans les médias, dans l'actualité depuis plusieurs années. Vous-même, vous évoquez cet usage qui, selon vous, est fait de manière anxiogène. Le mot est employé à tort et à travers. Alors qu'est-ce que c'est au juste que cette taqiya ? Alors d'abord, si vous permettez, je vais vous dire pourquoi je dis que parfois il est utilisé à tort et à travers. Parce que quand j'ai écrit le livre, je me suis rendu compte que même à moi, des militants d'extrême droite m'ont dit « Et qui nous prouve que vous ne faites pas de la taqiya ?» Donc, si vous voulez, ce sont des concepts qui sont véritables, qui sont sérieux, et il faut juste les utiliser de façon tout aussi sérieuse. La taqiya, à l'origine, est un concept chiite. Donc, vous savez que le monde musulman est composé de deux parties, une partie minoritaire chiite, 15% à peu près, et 85% de sunnites. À une certaine époque de l'histoire, les sunnites mener des campagnes d'oppression contre les chiites minoritaires. Par conséquent, les chiites dissimulaient et cachaient leur doctrine en adoptant cette méthode, cette doctrine qui est donc la taqiya, qui consiste à dire « je me préserve », qui veut dire « je me préserve en cachant véritablement mes convictions ». De fil en aiguille à travers l'histoire et l'émergence de la pensée islamiste contemporaine au début du XXe siècle, notamment à travers les frères musulmans en 1928, beaucoup de sunnites, d'activistes sunnites, ont commencé à utiliser quelque chose qui ressemblait à la taqiya chiite,
qu'ils ont appelé tantôt Taqiyya, tantôt El-Kitman, c'est-à-dire la dissimulation, mais qui a la même vocation, qui consiste à cacher véritablement ses convictions pour pouvoir agir en toute liberté et sans risquer d'être, je dirais, poursuivi ou gêné par une action politique, policière ou judiciaire. Et évidemment, plus récemment encore, il y a eu des organisations comme Al-Qaïda ou plus tard Daesh, ces groupuscules ont enseigné à leurs adeptes qui agissaient notamment, pas seulement en Europe, mais aussi en Occident et en Europe, donc d'être, je dirais, dans une logique de dissimulation pour passer en dessous des radars. Par conséquent, c'est à la fois cette logique, cette doctrine de la taqiyya qui est utilisée aussi bien par des acteurs terroristes que par des acteurs ou des activistes islamistes politiques qui est devenue une sorte de norme parce que, alors c'est un peu de la théologie et ça serait un peu long à développer, mais si vous voulez, les islamistes considèrent que le non-islamiste, je ne dis même pas le non-musulman, celui qui ne suit pas leur doctrine, n'est pas éligible à la vérité, ne mérite pas qu'on soit sincère avec lui. Et par conséquent, c'est à partir de ce type de logique qu'ils arrivent à la fois à disqualifier, à diaboliser et à avoir une attitude totalement hypocrite à l'égard de leur environnement, surtout lorsque cet environnement est européen et donc non musulman. Alors pour autant, vous estimez que le discours politique, un certain discours politique, toute une série de livres publiés sur l'islamisme qui évoquent une islamisation rampante, et là je vous cite, promettant aux Français l'extinction proche de leur civilisation, ont exagéré la menace. Il n'est pas question de prétendre qu'ils seraient en passe de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais néanmoins, vous exposez de manière très détaillée la présence d'un système d'infiltration méthodique des frères musulmans à différents niveaux de la société. Et notamment, vous commencez par un exemple très frappant auprès de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Alors, première question, qui sont ces frères musulmans et comment est-il possible que le ministre de l'Intérieur ait été amené à un moment à adouber, entre guillemets, l'un des représentants de ces frères musulmans? Votre question, elle est centrale parce qu'elle pose au centre du village ce que j'appelle le péché originel de tous les dirigeants politiques, qu'ils soient européens, occidentaux ou même arabes. En préambule, je dirais la chose suivante. Tous les gouvernants qui ont eu affaire à l'islam politique sont conscients de la dangerosité de cette doctrine. Néanmoins, ils ont agi de deux manières. Soit, pour certains, ils ont essayé de la manière forte, c'est-à-dire la répression, mais c'est dans un cadre hors démocratique. Dans les pays arabes, c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Et il y a eu une autre logique qui s'est dit, tiens, et ça a été la logique de Sarkozy, notamment en 2003, quand il a créé le CFCM, on va adopter une politique inclusive, on va les faire entrer dans les institutions, et ainsi on va les fondre, les dissoudre. Et alors, en vérité, ce sont des approches qui, intellectuellement, peuvent être débattues, c'est pas un problème. Il faut savoir que les gouvernants ne feront pas ça par complicité. C'est là où l'extrême droite parfois, évidemment, son péché originel, là aussi, c'est d'aller vers la caricature et la facilité. Il ne s'agit pas, ou vers le complotisme parfois, il ne s'agit pas de dire que nos gouvernants, notamment en France, que Gérald Darmanin aujourd'hui, comme Christophe Castaner hier, comme Nicolas Sarkozy avant eux, avaient de quelconques sympathies pour l'islam. Ce serait totalement ridicule de le dire ou même de le penser. Néanmoins, il y a une administration. D'abord, l'administration est souvent, je dirais, otage d'une vieille culture très française, qui est ce que j'appelle la culture du pas de vague. On veut pas beaucoup de vagues et on veut surtout pas être accusé d'être des racistes ou être sous l'emprise, je dirais, ou même le chantage qui a été utilisé à l'islamophobie. Donc, par conséquent, beaucoup ont ménagé les tenants de l'islam politique en disant, probablement qu'en les invitant à la table de la République, ils vont se civiliser. Alors, en vérité, c'est là où il y a une méconnaissance de la réalité. C'est que toute l'action de l'islam politique, c'est d'être partout. C'est d'être à la fois proche des gouvernants, se laisser institutionnaliser,
mais en même temps d'être à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'opposition. Je vais vous dresser le tableau français de façon générale et globale, sur une même pensée. La pensée des frères musulmans, on sait par exemple, depuis plusieurs années, qu'elle est dans deux endroits différents aujourd'hui. Elle est dans ce qu'on appelle communément l'Union des organisations islamiques de France. À certains égards, elle est aussi dans les fédérations proches de la Turquie de M. Erdogan. Et elle est dans des nébuleuses ou dans un système nébuleux, une mouvance qui gravite autour de Marwan Mohamed, ancien porte-parole du CCIF, ou alors de cette même organisation récemment dissoute, donc le CCIF. Et imaginez cette pensée, en fait, quand on la regarde un peu en prenant du recul, on s'aperçoit qu'elle est à deux endroits stratégiques. Elle est au sein du CFCM, le Conseil français du culte musulman, il faut juste expliquer à nos spectateurs. Le CFCM, le Conseil français du culte musulman, donc proche des institutions, invité régulièrement à la table de la République, y compris récemment par le président Emmanuel Macron à la table de l'Élysée, et elle est aussi dans l'opposition. Et en vérité, elle agit sur deux tableaux. Et quand on regarde dans le monde arabo-musulman, ils agissent exactement de la même manière. Vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, vous allez en Tunisie. En Tunisie, il y a l'islamisme qui est aujourd'hui au Parlement, à travers un nahda de M. Ranouchi. Mais il y a un autre islamisme qui est rampant, qui est même, je dirais, un peu plus radical, qui est un peu plus revendicatif, qui travaille la société en profondeur et qui est en dehors des institutions. Donc toute la stratégie des frères musulmans a toujours fonctionné sur ces deux niveaux. Le plus important, c'est que nous comprenions cela. C'est-à-dire que moi, j'invite les pouvoirs publics à véritablement identifier à la fois la stratégie, voir l'islamisme dans sa globalité à partir de ces différents courants. Il y a les frères musulmans, il y a le Tablir, il y a le Miligorush turc, il y a les relais de l'AKP turc en France, il y a je dirais, des mouvances djihadistes, il y a le salafisme politique dit non violent, je n'utiliserai pas le mot quiétiste parce que ça n'existe pas, mais en tout cas non djihadiste pour l'instant, mais prosélyte et donc séparatiste. Il y a l'ensemble de ces éléments. Il y a des États qui sponsorisent les uns ou les autres. On a la Turquie et le Qatar et le Koweït qui aujourd'hui sponsorisent les frères musulmans. Et on a l'Arabie saoudite notamment qui aide véritablement les salafistes. Au sens large, l'aide n'est pas seulement financière, elle est aussi à travers la diffusion d'une pensée qui, à tout le moins, est totalement incompatible avec l'esprit et la lettre de la République. Alors justement, le plus gros obstacle dans cette lutte, c'est précisément le détournement de la démocratie que réalisent les acteurs de ces groupes islamistes. Alors comment est-ce qu'on fait pour lutter contre des groupes qui détournent à leur profit des libertés démocratiques et républicaines pour propager une idéologie liberticide ? Il y a une chose, me semble-t-il, qu'on n'a pas su faire ou on n'a pas su faire avec vigueur en France, c'est la réaffirmation des principes et des lois. En d'autres termes, longtemps, on a laissé, je dirais, certains gouvernants, mais aussi l'administration, au nom toujours de ce que j'appelle la culture du pas de vague, a laissé des islamistes agir en dehors du cadre légal. Ce que je dis souvent aux responsables politiques quand j'ai l'occasion de les rencontrer, cette semaine, dans 3 jours, il va y avoir un projet de loi qui va réaffirmer les principes républicains. C'est très bien, parce que nous sommes dans un état de droit et il faut qu'il y ait un socle, je dirais, législatif qui soit très clair. Mais les lois ne se suffisent pas à elles-mêmes. Derrière les lois, il y a des hommes, il y a des responsables politiques, il y a des élus, il y a des magistrats qui doivent impérativement faire appliquer ces lois. Si on alourdit l'arsenal législatif avec des textes et encore des textes juste pour faire de la communication et ne pas les appliquer, c'est pas ainsi qu'on va lutter contre l'islam politique. Je pense que l'islam politique, effectivement, il faut arriver, comme je le disais, à identifier des différents acteurs toxiques, mais il faut arriver aussi à assumer aujourd'hui le discours qui est porté au plus haut sommet de l'État. On ne peut pas faire le reproche ni le procès au président de la République de ne pas avoir été clair, notamment à partir du 2 octobre et le fameux discours des Mureaux, et davantage encore après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Par conséquent, il faut qu'aujourd'hui, ce discours se matérialise en actes concrets qui doivent être, je dirais, ces actes doivent être réalisés et appliqués par l'administration dans son ensemble.
par les préfectures bien sûr, mais par les différentes juridictions et à différents niveaux. Je pense que les observateurs que nous sommes doivent suivre l'évolution de cette politique qui ne donnera des résultats qu'à terme. Il y a deux parties, il y a une urgence à gérer, c'est-à-dire il y a un corps malade aujourd'hui qu'il faut stabiliser. La situation est véritablement très grave, très dangereuse, et je n'exagère pas. Et il y a d'un autre côté, je dirais, l'action à long terme à mener. Nous devons, je dirais tous, être extrêmement attentifs à l'application de ce qui est annoncé au plus haut sommet de l'État, encore une fois, et d'être vigilant par rapport à la capacité, notamment des milieux islamistes, à contourner, à détourner, et parce que nous ne sommes pas face à des gens qui sont, je dirais, clairs et qui assument, qui sont sincères dans leur rapport. On a des gens qui sont souvent dans la petite malice et dans la petite tactique, je dirais, pour pouvoir infiltrer et, je dirais, faire diffuser, un peu comme un nuage toxique, leur idéologie. Alors justement, en termes d'infiltration et de diffusion d'idéologie, revenons sur l'exemple de cet Abdelhak Nabawi qui a été auprès donc, de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Là aussi, c'est un exemple assez frappant d'infiltration et vous racontez en détail comment ça s'est passé et ce que ça a pu impliquer. Comment est-ce que cette aberration, a priori incompréhensible, a pu se produire, on va dire, concrètement, dans les faits, en termes de rapprochement. Et surtout, on peut se demander si Castaner et le gouvernement ont fait preuve d'aveuglement ou de légèreté, ou peut-être d'autres fautes. Je pense que Christophe Castaner, qui est très sensible à ces sujets, a été un peu trompé à l'époque par son entourage immédiat, par certains de ses conseillers et par une lecture ou des choix qui lui ont fait croire que peut-être des acteurs, pas les plus radicaux, ayant baigné quand bien même dans la confrérie des frères musulmans, seraient des partenaires fiables. Il faut savoir une chose, c'est que c'est soit l'islamisme, soit la République. Il n'y a pas une zone grise entre deux. Si on créerait un entre-deux, ça veut dire qu'on n'est pas certain de la solidité du projet de société auquel nous tenons tous. Enfin, on est majoritairement attachés à ce projet de société républicain, laïque, progressiste, etc., et qui se veut aussi humaniste, universaliste, intégrationniste. Si on laisse se créer une zone grise, ça veut dire qu'on renonce forcément à certains aspects de la République et de la laïcité. Moi, je suis tout simplement dans une approche qui dit, en vérité, le cadre laïque et républicain permet à tout un chacun d'être heureux en France. Et permet à tout un chacun d'être heureux en France, et je dirais permet aux musulmans d'être beaucoup plus heureux en France que dans n'importe quel pays musulman. Je le dis de la façon la plus claire parce que parfois on a tendance à l'oublier. Il faut que les musulmans, majoritairement, fassent preuve d'honnêteté intellectuelle et se rendent compte de la réalité suivante. Un musulman est beaucoup plus heureux en France que dans n'importe quel pays musulman. Pourquoi ? Parce que, admettons qu'on prenne le cas le plus achevé de l'État islamique, l'Arabie saoudite, par exemple. Si demain, une femme voilée va en Arabie saoudite, bien sûr qu'elle pourra mettre le voile. Mais si demain, en Arabie saoudite, cette même femme voilée, dans sa vie, elle évolue. Et un jour, elle décide d'enlever son voile parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas ce bout de torchon qui fait sa spiritualité. Elle ne pourra pas l'enlever. Elle ne pourra pas l'enlever. Alors qu'aujourd'hui, je dirais, la pratique, tant qu'elle n'enfreint pas le cadre légal, tant qu'elle ne piétine pas sur le vivre ensemble, tant qu'elle ne provoque pas un trouble à l'ordre public, chacun est libre de mener sa vie comme il le souhaite, à condition de respecter le cadre républicain et laïque, encore une fois. Si quelqu'un en France, l'année prochaine, a envie de faire le ramadan, personne ne l'empêchera de le faire. Mais si l'année prochaine, quelqu'un qui fait le ramadan n'a plus envie de faire le ramadan, il ne le fera plus. Et personne n'est censé s'immiscer dans sa conscience. Mais si cette même personne est dans le pays musulman le plus
le plus respectueux des règles islamiques. Il ne sera pas respectueux néanmoins des règles qui ne sont pas islamiques. Et c'est toute la différence. C'est pour ça que je dis, en vérité, il n'y a pas un pays où les musulmans sont heureux comme la France. Parce qu'ils auront le droit demain de ne plus être musulmans. Et c'est très important. Cela s'appelle tout simplement la liberté de conscience. Alors, si cet islam politique n'est pas, et loin de là, vous le démontrez très bien, en position de prendre le pouvoir ou de menacer directement les institutions, quel est son but actuel? Qu'est-ce qu'il recherche? Alors, ce qu'il recherche très précisément, tout dépend où il s'exprime. Quand il s'exprime en Occident, ce qu'il recherche, c'est prendre le pouvoir dans la communauté musulmane et faire en sorte à ce qu'il devienne le référentiel et le générateur des normatifs et des codes religieux. Et je dirais l'unique inspirateur de ces codes religieux. Lorsqu'il s'exprime dans un pays qui est majoritairement musulman, il veut réislamiser la société et faire en sorte à ce que les lois islamiques, ou en tout cas une certaine perception des lois islamiques, régissent la vie au quotidien. Pourquoi cherche-t-il à prendre le pouvoir au sein, je dirais, des communautés musulmanes en Occident? Parce que tout simplement, il considère qu'en créant un groupe homogène et monolithique, il créerait une force de frottement qui arriverait à amener les gouvernements à accepter un certain nombre de choses, à intégrer, par exemple, le relativisme culturel, à accepter qu'il y ait un militantisme contre des pays, y compris alliés. Regardez par exemple lorsque des groupes djihadistes étaient installés en Grande-Bretagne, ils n'agissaient pas contre la Grande-Bretagne. Ils agissaient contre leur pays d'origine ou contre les États-Unis. Mais dès le moment où la Grande-Bretagne a dit stop, je ne veux pas que mon pays serve de base arrière au terrorisme, ces mêmes groupes qui étaient jusque-là dociles se sont retournés contre les Britanniques et ont commis des attentats en Grande-Bretagne. Ça, c'est pour la partie, je dirais, la plus violente. Mais si vous prenez le niveau juste en dessous, c'est-à-dire les gens qui sont dans une approche purement militante, politique, sociale, dès que vous acceptez leurs diktats, ils peuvent faire preuve de docilité et se rendre totalement invisibles. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'avancer leurs pions. Dès le moment où vous dites, bon, j'accepte que vous avanciez tous vos pions, mais ce pion-là en particulier, il me gêne un petit peu, ne le mettez pas là. Et bien, dès le moment où vous leur résistez sur un seul point, il se rebelle contre vous, quand vous êtes une autorité publique. Par conséquent, il faut comprendre le fonctionnement de l'islamisme. C'est un véritable totalitarisme qui n'accepte pas de contradiction. Dès le moment où vous montrez que vous êtes non pas contre lui, mais en nuance, je dirais, opposé à certains de ces aspects, il vous déclare ouvertement la guerre, soit à travers les armes, c'est-à-dire en commettant des actes terroristes, soit en vous diabolisant, littéralement. Regardez par exemple ce qui se passe à travers des organisations comme Baraka City, récemment dissoute, ou le CCIF. Ce sont des gens qui sont censés être des Français, qui sont nés en France, qui ont pu jouir de l'ensemble de leurs droits en France. Je ne suis pas sûr qu'ils aient accompli l'ensemble de leurs devoirs à l'égard de leur pays. Et regardez, dès le moment où ils ont dépassé les bornes, dès le moment où on a commencé à leur dire non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça parce que c'est contraire à la loi, dès le moment où on a commencé à leur baliser un petit peu leur terrain, ils ont été les premiers à susciter des broncas à l'international dans le seul but de diaboliser leur pays, diaboliser l'image de leur pays. Ce qu'ils disent aujourd'hui est à la fois très grave et évidemment mensonger. Ils prétendent que la France serait un pays raciste. Ce pays qui leur a permis de fonder des associations. Ce pays qui leur permet de vivre librement, dans le respect des lois. Ce pays qui les a assistés, y compris matériellement, lorsqu'ils n'avaient pas de travail. Ce pays qui les soigne gratuitement. Ce pays qui propose à leurs enfants un enseignement gratuit de qualité. Ce pays qui leur permet ou qui leur garantit tous leurs droits, y compris lorsqu'il les dissout,
il leur accorde l'ensemble des contre-pouvoirs pour pouvoir contester leur propre dissolution. Quand ils vous disent c'est une dictature, vous savez c'est quoi? Le président décide d'une dissolution le matin ou le ministre de l'Intérieur décide d'une dissolution le matin et elle est effective le soir. Le ministre de l'Intérieur ne vous écrit pas pour vous dire vous avez 8 jours pour apporter un contradictoire. Il ne vous laisse pas le choix d'aller devant un conseil d'État pour exprimer vos possibilités, vos arguments. Il ne vous permet pas de saisir et de payer l'un des plus grands cabinets d'avocats et probablement parmi les plus brillants pour vous défendre. Une dictature, elle décide et vous vous taisez. Ou sinon, vous allez en prison si vous restez en vie. Voilà ce que c'est une dictature. Donc il faudrait aussi rétablir un certain nombre de vérités et qu'on ne laisse pas des mots comme ça à l'emporte-pièce se diffuser pour devenir une sorte de vérité parce qu'un militant islamiste proche de telle ou telle organisation ou pseudo-organisation des droits de l'homme aurait affirmé cela. C'est précisément ce que vous faites dans Takia, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France, aux éditions de l'Observatoire. Et c'est aussi ce que vous faites avec un recul historique tout à fait intéressant dans donc ce coffret Histoire de l'islam politique, contexte de naissance de l'islam et évolution de la religion sur un premier CD. Chaque CD est chapitré avec des épisodes qui permettent d'avancer dans la compréhension, dans l'analyse historique de ce phénomène, puis naissance des écoles de pensée de l'islam politique et enfin, ce dont on a beaucoup parlé au cours de ces 40 minutes, la naissance de l'islam politique contemporain aux éditions Frémaux et Associés. Vous pouvez commander ce coffret et le livre sur le site du Festival du Livre de Marseille, www.festivalduLivredemarseille.com. Vous aurez un billet dédicacé dans chacun de ces ouvrages que vous pourrez retirer auprès de la librairie Prado Paradis, partenaire du festival. Merci beaucoup Mohamed Sifaoui. Merci à vous, merci.